Bonsoir à toutes et à tous. Je suis bien contente de pouvoir vous accueillir pour cette nouvelle visioconférence, visite virtuelle de l'Octogone de Montmorillon, qui est proposée par la communauté de communes Vienne et Gartempe dans le cadre de ses actions Pays d'art et d'histoire. Donc, l'occasion pour nous de vous faire découvrir ou redécouvrir, puisque je vois qu'il y a quand même des personnes qui connaissent un petit peu cet édifice. Donc, l'occasion de présenter, de faire une petite balade en images pour découvrir cet édifice qui est un petit peu quand même l'emblème de la ville de Montmorillon avec ses macarons, et qui présente aussi une architecture un petit peu surprenante qui permet de découvrir un édifice de l'époque romane un peu particulier. Donc, je vous propose de commencer, pour ceux qui sont de Savoie, par exemple, ou voir un petit peu plus loin, on ne sait jamais, par une petite présentation géographique. Nous sommes au cœur de la région Nouvelle-Aquitaine, donc le département de la Vienne, et notre territoire, Vienne et Gartempe, se situe vraiment au sud-sud-est du département de la Vienne. C'est un territoire qui regroupe aujourd'hui 55 communes et qui présente une superficie assez importante, puisque c'est plus d'un quart du département de la Vienne aujourd'hui. Donc, Montmorillon se situe donc un petit peu au cœur de ce territoire, donc ici, dans la partie, on va dire, un peu transversale de la vallée de la Gartempe. Et c'est une ville qui va voir un petit peu sa naissance autour du Moyen-Âge. Donc, je vais balayer très rapidement cette histoire. La ville va naître au XIe siècle, même s'il y a bien sûr quelques traces d'occupation donc plus anciennes sur le secteur, bien évidemment, et notamment sur Montmorillon, une occupation importante à l'époque de la préhistoire, sur le site de la piscine, pour ceux qui connaissent. Mais la ville en elle-même, telle qu'on la connaît et telle qu'on la conçoit donc aujourd'hui, est vraiment née autour du XIe siècle, donc dans la seconde moitié du XIe siècle, qui va se développer dans un contexte un petit peu particulier de rivalité un peu féodale entre le comté de la Marche et le comté de Poitou, autour d'un château. Alors, pour ceux qui connaissent Montmorillon, le château se situait donc le long de la Gartempe, sur la rive gauche, dans cet espace, alors un peu plus large, qui est ici, qui comprend notamment une motte, donc une motte castrale, donc une grande butte artificielle sur laquelle il y avait probablement donc une tour, un donjon, et puis des bâtiments de ce château qui se développaient sur la partie sud, pratiquement jusqu'aux abords de la Maison Dieu, donc nous allons découvrir tout à l'heure. Donc une ville qui se développe autour de son château, d'une traversée de la rivière, d'un passage, alors probablement d'un gué au départ, puis dès le XIIe siècle, d'un pont. Alors, ce n'est pas celui que l'on voit aujourd'hui, puisque ce pont-là a été reconstruit et puis pas mal repris et restauré par la suite, même s'il a des bases médiévales. Mais donc, une première traversée à sec, avec un pont au XIIe siècle. Donc, le château est dans une position forcément défensive, sur une petite falaise. On le voit ici sur l'autre photo. Et puis, donc vous avez de l'autre côté de cet axe de circulation l'église Notre-Dame, dont on a aussi des mentions dès le XIe siècle, donc une église qui a aussi une importance et qui va être donc face au pouvoir civil, donc vraiment sur le même espace, le long de la vallée de la Gartempe, sur la rive gauche. La ville se développera au cours du XIe, XIIe siècle sur les deux rives, rive gauche, rive droite, avec plusieurs établissements religieux, mais ce sera peut-être l'occasion d'une autre découverte, ou en tout cas d'une visite peut-être sur le terrain. Et très rapidement aussi, au cours du XIe siècle, on va avoir le développement d'espaces un petit peu plus éloignés, donc comme ici sur la partie sud de la ville, le développement donc du site de la Maison Dieu. Alors, pour vous situer, vous avez ici donc la Gartempe sur ce relevé, ce plan qui date donc de 1836, le pont, donc le vieux pont pour ceux qui connaissent, l'église Notre-Dame, l'espace du château qui était donc ici et qui faisait ce grand ensemble. Et dans la continuité de cet ensemble castral, un autre ensemble va voir le jour au cours du XIe siècle, c'est le site de la Maison Dieu. Ce site de la Maison Dieu, c'est un établissement hospitalier à l'origine.
3 hommes du château de Montmorillon, donc vous voyez sur cette photo aérienne encore le groupe de l'église Notre-Dame et puis de l'ancien espace du château qui était situé ici, près du vieux pont. Et 3 hommes de cet espace, justement castral, vont décider de construire une église en l'honneur de Sainte Marie-Madeleine. Mais ils vont rencontrer l'opposition du clergé du château et ils vont construire un établissement hospitalier pour accueillir les pèlerins, les gens de passage, qui circulaient sur les voies de circulation donc, du secteur. Et cet établissement hospitalier donc, va probablement être implanté sur le site actuel de la Maison Dieu, que vous voyez ici au premier plan. Et c'est probablement donc, au cours de ce XIe siècle que cette première fondation va s'implanter sur cet ensemble. Malheureusement, assez rapidement, faute de moyens, probablement, le site va tomber un petit peu en ruine et il faut attendre le début du XIIe siècle pour que le site soit repris par un seigneur pèlerin qui s'appelle Robert Dupuy ou Robert Dupeux, selon les versions, qui est originaire d'une seigneurie donc, qui se situe sur la commune de Persac, donc pas très loin de Montmorillon, donc dans le Lussacois, et qui va reprendre un petit peu le site et mettre sa fortune donc, dans ce site pour le reconstruire et le reconstituer. Donc, très vite, il va recevoir l'aide aussi des seigneurs locaux, donc seigneurs de Montmorillon, mais aussi beaucoup plus largement, donc des seigneurs des alentours. Il va recevoir aussi la protection de l'évêque de Poitiers, Pierre II, donc dès le XIIe siècle, et aussi du comte de Poitou. Donc, il va y avoir un certain nombre de dons qui vont permettre à l'ensemble de se reconstituer, on va dire, avec des moyens et donc une reconstruction des bâtiments qui va se développer à cette époque au cours du XIIe siècle. Donc, 2 édifices de cette époque sont encore visibles, tout au moins en partie. L'église Saint-Laurent-Saint-Vincent, donc complètement au nord de l'ensemble, que l'on voit ici sur la photo aérienne. Et puis, à l'extrémité sud de l'ensemble, le fameux octogone qui était la chapelle de cimetière, donc située donc, sur l'extrémité du site de la Maison Dieu, pour la partie XIIe siècle. Alors, le site va connaître plusieurs périodes de construction, vous pouvez vous en douter en voyant les édifices actuels. Sur cette photo aérienne, on voit notamment les grands bâtiments classiques qui ont été reconstruits donc, au cours du XVIIe siècle, notamment donc, sur les ruines de l'ensemble médiéval. Donc, si on regarde un petit plan un peu plus précis qui va nous permettre de voir un petit peu la chronologie de l'ensemble. Vous avez ici donc l'église Saint-Laurent-Saint-Vincent, donc qui est vraiment au nord de l'ensemble, donc construit au XIIe siècle, mais aussi repris, agrandi au XIXe siècle avec un transept et un chœur que l'on voit ici, notamment. On verra aussi qu'il y a des décors de peinture qui ont été réalisés à cette époque. Et puis, les bâtiments monastiques donc de cet ensemble hospitalier se développaient donc au sud de cette église. L'hôpital, l'ancienne salle d'hôpital, se situait au nord de l'église. Donc, il y avait l'hôpital, l'église, puisque l'ensemble est géré à partir du XIIe siècle par des religieux. Et ensuite, donc plus éloigné de cet ensemble monastique, on va avoir la chapelle de cimetière, donc plus au sud. En arrivant, en faisant un petit saut dans l'histoire, donc au cours de l'époque un petit peu trouble des guerres de 100 ans, il faut se rappeler que le site de la Maison Dieu est en dehors de la ville fortifiée de Montmorillon, ce qui va causer quelques soucis, on va dire, au site, puisque le site va devoir se fortifier par lui-même pour être donc abrité, on va dire, des attaques potentielles, n'étant pas donc protégé par les fortifications urbaines. Donc, il va y avoir un système défensif qui va être mis en place, dont on ignore véritablement l'ampleur, mais dont il reste un édifice, c'est la tour de fortification qu'on aperçoit ici sur la photo, donc au sud de l'église Saint-Laurent, et que l'on voit ici donc avec cette toiture noire donc sur le plan. Donc un édifice 14-15e siècle qui va permettre de protéger en partie cet ensemble médiéval donc qui comprend à la fois l'hôpital et le monastère.
Arrive ensuite, je fais des grands sauts dans l'histoire, arrive la période des guerres de religion, où là encore, la période va être un petit peu compliquée pour la ville de Montmorillon et le secteur. Et on sait qu'une troupe de protestants va passer dans la ville en 1562 et piller notamment le site de la Maison Dieu, puisqu'ils n'ont pas pu rentrer dans la ville de Montmorillon parce qu'elle était fortifiée. Et donc, par conséquent, ils vont se rabattre sur ce site de la Maison Dieu, qui était aussi un site de richesse, évidemment, et vont ouvrir un petit peu les portes, prendre ce qu'ils ont à prendre et repartir assez rapidement. Mais le site va être aussi pillé par les habitants du faubourg, et l'état de la Maison Dieu à cette époque-là, eh bien, fait triste figure, puisque les bâtiments sont ruinés, le patrimoine, on va dire foncier, qui dépend de la Maison Dieu est un petit peu éparpillé. Il n'y a plus de sous qui rentrent dans les caisses en quelque sorte, et il n'y a pratiquement plus de religieux non plus. Donc ça va très mal. L'hôpital est vraiment dans un mauvais état, et il va falloir attendre le XVIIe siècle pour que le site retrouve un second souffle, avec une reprise de l'ensemble par les Augustins réformés de Bourges, donc au début du XVIIe siècle, en 1611. Et à partir de ce moment-là, donc ils vont commencer à s'installer dans les lieux qui sont encore habitables, c'est-à-dire finalement la tour de fortification qui avait tenu le coup, quelques bâtiments qui étaient situés entre l'église et cette tour de fortification. Et puis, ils vont lancer progressivement un chantier de restauration. Alors d'abord des édifices religieux, l'église Saint-Laurent, l'hôpital également, et puis le fameux octogone. Et puis, ils vont lancer ensuite un grand chantier de construction de bâtiments monastiques pour accueillir la communauté plus importante, avec ce grand bâtiment que vous connaissez, hein, qui donne sur les jardins et sur la ville de Montmorillon, donc avec les jardins ici et les petits pigeonniers aux angles. Et puis, on est ici dans les années 1640 à peu près. Et puis, il y aura une extension, toujours avec cette toiture ici, qui va permettre d'agrandir encore l'ensemble autour des années 1660-1670. La construction d'une grange, qui est dite grange d'Imières en 1668, et puis, de l'autre côté, également la construction de plusieurs bâtiments, donc le fameux chauffoir, hein, qui était la seule partie chauffée de l'hôpital, on le verra tout à l'heure, et puis le logis de l'hospitalier. Alors, en image, voilà déjà les parties les plus anciennes conservées sur le site, donc qui concernent notamment l'ancien hôpital. Alors, malheureusement, cette salle d'hôpital a complètement disparu, puisque au début du 19e siècle, après la période révolutionnaire, eh bien, le site est donc laissé, les Augustins sont évacués et la partie hospitalière va être déplacée sur un autre site à côté de l'église Notre-Dame, sur l'emprise actuelle de l'hôpital de Montmorillon, à côté de la place Régine-des-Forges. L'hôpital jugé insalubre va être détruit et il nous reste seulement ce petit élément, donc un petit faisceau de colonnes ici, avec ses chapiteaux, situé à côté du chauffoir. Et il faut imaginer entre l'église Saint-Laurent et ce chauffoir, une vaste salle rectangulaire qui faisait à peu près 44 mètres de long, 13 mètres de large et 12,50 mètres à peu près de hauteur, donc dans la salle intérieure. Donc, une grande salle qui était probablement une salle voûtée. Donc, on peut constater, on va dire, l'ampleur des dégâts, hein, de la destruction de cet ensemble. C'est vrai que cela aurait été vraiment magnifique de pouvoir conserver cet ensemble en bon état. Malheureusement, il est détruit au 19e siècle. Donc, c'est vraiment une des parties les plus anciennes, hein, qui rappelle quand même cette salle d'hôpital qui existait donc, sur le site de la Maison Dieu. Ensuite, toujours au XIIe siècle, donc je vous ai parlé de l'église Saint-Laurent-Saint-Vincent, donc qui a été modifiée, je vous l'ai dit aussi au fil du temps. Donc il y a eu notamment une grande ouverture ici, percée au XVIIe siècle, puis des modifications au XIXe siècle avec ce système de petites lancettes, hein, le remplage à l'intérieur de la grande ouverture, ce qui a permis de déplacer au passage une frise sculptée qui se situait un petit peu plus bas, juste au-dessus du portail. Et cette architecture de Saint-Laurent bien, rappelle aussi la proximité du Limousin, puisqu'on a ici un portail assez profond, donc typique de ce qu'on peut voir dans l'architecture limousine du secteur, mais aussi
bien sûr, qu'on peut découvrir sur le secteur de Vienne et Gartempe, puisqu'il y a ces influences limousines encore bien marquées. Donc, une église qui présente aussi la particularité d'avoir un clocher donc en façade, décalé sur le côté sud, un clocher octogonal. Vous verrez que le chiffre 8 est un chiffre assez couru, on va dire, sur le site de la Maison Dieu. Donc, avec une belle flèche de pierre, donc un édifice qui, même s'il a subi des modifications au fil du temps, conserve encore de beaux éléments donc, du XIIe siècle. À l'intérieur, l'église donc, a reçu un décor de peinture murale dans les années 1860 qui a été réalisé par la Société d'art chrétien de Tours et qui a été réalisé surtout dans un but particulier puisque au début du 19e siècle, après la période révolutionnaire, le site va devenir un lieu important puisqu'il va être racheté par l'évêché de Poitiers pour y installer un petit séminaire. Et donc, l'église Saint-Laurent-Saint-Vincent va être transformée en chapelle de petit séminaire. Et un petit peu plus tard, dans les années 1860, elle va recevoir ce décor de peinture murale qui va être réalisé pour ce public particulier, des petits séminaristes, avec, on va dire, un programme pédagogique très fort pour inciter, bien sûr, ces jeunes garçons à suivre les voies de la prêtrise. Donc, je vous invite à revenir découvrir, dès que ça sera possible, cet ensemble sur la partie 19e. Je vous ai évoqué la partie donc fortifiée de l'ensemble, donc la tour de fortification qui se situe donc au sud de l'église Saint-Laurent, avec deux parties, une tourelle circulaire qui est la tourelle d'escalier, et puis une partie quadrangulaire avec une succession de salles qui étaient donc desservies par l'escalier qui était à l'intérieur de cette tour. Dans la partie haute, vous pouvez aussi observer un certain nombre d'éléments défensifs avec notamment des bretèches, donc ces petits systèmes qui permettaient, donc en appelant du mur, de pouvoir lancer des projectiles et de protéger les entrées notamment et les portes du rez-de-chaussée, donc une porte sur la partie quadrangulaire et une porte sur la partie circulaire. On voit encore d'ailleurs quelques éléments d'archère qui sont conservés sur cette bretèche. Le XVIIe siècle, comme je vous l'ai expliqué sur le plan tout à l'heure, va voir la construction de ce grand bâtiment donc sur jardin, avec le grand jardin et les petits pigeonniers donc aux extrémités, donc qui vont permettre d'accueillir les religieux, donc avec différentes pièces, bien sûr nécessaires au quotidien. Et puis, donc, au XVIIe siècle, il va y avoir aussi la construction de la grange qui est ici, donc qui fait partie de l'ensemble, donc avec également le chauffoir. Toujours donc sur la partie XVIIe siècle, donc nous sommes ici plutôt sur la partie intérieure, donc c'était l'espace qui était prévu pour être le cloître, mais qui ne sera jamais terminé au XVIIe. Et puis, des petits détails donc du pigeonnier, d'un des pigeonniers donc du jardin. Et ici, sur la carte postale, donc à côté de l'église Saint-Laurent, un édifice qui a disparu au début du XXe siècle, c'est la maison de l'Hospitalier, qui faisait un petit peu une sorte de sas entre le monde extérieur et l'hôpital. Donc, il était situé, cet édifice, devant la salle d'hôpital et l'hospitalier, donc le religieux qui avait la gestion des entrées à l'hôpital, vivait dans cette partie donc, et pouvait donc accueillir les personnes avant de les faire rentrer, les accueillir dans la salle d'hôpital qui était derrière. Comme je vous l'ai dit, au XIXe siècle, après la période révolutionnaire, on va avoir l'installation de petits séminaires avec des agrandissements, puisque même si les religieux et l'école donc des petits séminaristes va s'installer dans les bâtiments 17e, il va falloir agrandir, puisqu'on va accueillir jusqu'à 300 élèves, voire un peu plus. Et donc, on va construire des extensions donc, sur la partie sud, dans le prolongement des bâtiments classiques. Donc, c'est cette partie donc, située ici, et également dans le prolongement du bâtiment sur jardin, donc deux grands espaces qui vont être construits au cours du XIXe siècle avec une autre aile, l'aile du porche, que vous connaissez sûrement pour ceux qui habitent Montmorillon. Au XIXe siècle, on agrandit, comme je vous l'ai expliqué, la partie orientale de l'édifice avec le transept et le chœur également, donc qui va permettre de faire de cette église un édifice un peu plus important. Et puis, on va aménager aussi et transformer certains autres bâtiments donc pour le quotidien du petit séminaire.
Le petit séminaire restera en place jusque dans les années 1860 et en 1960, pardon, et 1968 voit l'installation, donc après la fermeture de ce petit séminaire, de l'hôpital qui va reprendre possession des lieux, bouclant un petit peu la boucle, si j'ose dire, puisqu'on va retrouver une vocation d'accueil hospitalier donc, sur le site à partir de cette époque-là. Et ensuite, le site donc, de la maison de retraite partira donc, sur le site hospitalier actuel, donc près de l'église Notre-Dame. Et le site attend maintenant l'écriture d'une nouvelle page de son histoire. Alors, venons-en quand même directement maintenant à notre octogone, donc cet édifice qui était situé donc à l'extrémité sud de l'ensemble de la Maison Dieu, donc un édifice qui est particulier par sa forme, par sa composition architecturale d'une part, et puis aussi par sa fonction, puisque c'est un édifice funéraire, donc qui a une vocation liturgique particulière. Sur le site, il y avait l'église Saint-Laurent, Saint-Vincent qui était dédiée donc eh bien au quotidien des religieux qui vivaient sur le site, mais la fonction liturgique funéraire était vraiment plutôt dédié à cet édifice, donc à l'octogone, qui ne portait pas ce nom évidemment donc, au Moyen-Âge et même à l'époque moderne. D'ailleurs, on a très peu de textes qui parlent de cet édifice avant le XVIe siècle. Malheureusement, une grosse partie des archives de l'époque médiévale sur le site ont disparu. Et il nous manque des informations et des textes de l'époque médiévale pour illustrer un petit peu cet ensemble et cet édifice en particulier. Les mentions les plus anciennes que nous ayons remontent au XVIe siècle, 1594. On parle du charnier. Le charnier, mais effectivement, eh bien, c'est souvent l'ossuaire, un espace funéraire dédié donc au centre, enfin, au cœur en tout cas d'un cimetière. Et puis, il va y avoir des titulatures religieuses qui vont s'égrener au XVIIe et puis jusqu'au XIXe siècle. Donc, le vocable, on va dire, de l'édifice va changer. On va l'appeler la chapelle Saint-Jean en 1611. Elle sera dédiée, enfin, l'édifice sera dédié à Notre-Dame de Lorette ensuite au XVIIe siècle. On va avoir le nom de la chapelle du Saint-Sépulcre également, Notre-Dame de Pitié au XIXe siècle et chapelle de Saint-Sépulcre de nouveau donc au XIXe siècle. Donc, un édifice qui va changer de vocable au fil du temps, mais malheureusement, nous ne connaissons pas le vocable médiéval, faute de sources. Donc, il se situe vraiment, vous voyez, dans un espace, et il faut imaginer donc un espace assez vaste autour, avec un cimetière qui est utilisé pendant toute la période médiévale, mais aussi pendant la période moderne, jusqu'à la Révolution. Alors, la vocation funéraire, on peut la connaître un petit peu grâce à un certain nombre de fouilles qui ont été réalisées donc, au fil du temps, et notamment donc, dans les années 90, au préalable d'une restauration de l'édifice, de l'octogone. Et il y a eu un certain nombre de fouilles archéologiques qui ont permis eh bien, de découvrir un certain nombre de sépultures de formes diverses. Donc, vous avez ici une sépulture trouvée en 1994, donc avec une sépulture en coffre, c'est-à-dire des pierres posées sur champ qui vont délimiter donc un espace pour accueillir le corps du défunt. Donc, ça, c'est un des types de sépultures qui donc a pu être trouvé sur le site, mais on a trouvé aussi des sépultures en pleine terre donc, et des sépultures avec des sarcophages en pierre complètement constitués. Plus tard, donc, au cours de l'année 2016, dans la perspective du projet Robuchon, il y a eu toute une série donc, de diagnostics archéologiques également sur le site, avec un certain nombre de tranchées qui ont été donc, percées sur différents endroits, qui ont permis de déterminer aussi un petit peu l'espace utilisé par ce cimetière. Et vous voyez ici, donc, sur cette photo au centre, la grange, donc, qui avait été construite au XVIIe, dans les années 1660. Donc, la grange est ici et l'octogone est vraiment, on va dire, sur la pointe ici, à gauche de la grange.
Et ici, alors, en dehors d'un espace fouillé plus contemporain qui était probablement un four, on a trouvé encore des sépultures sur cette zone-là. Donc, ça montre que le cimetière se développait donc, au nord de l'octogone, mais aussi au sud et à l'ouest, au minimum. Ici, cette partie qui a été reconstruite, eh bien, est un peu plus complexe, on va dire, à connaître, puisque les bâtiments, bien sûr, cachent peut-être encore des sépultures. Alors, sur la photo de droite, vous voyez aussi qu'il y a ici donc, le vestige d'une sépulture qui a été retrouvée, qui se situe donc sur cette tranchée. Et là, nous sommes vraiment sur les fouilles de 2016 qui ont été vraiment importantes aussi pour mieux connaître cet espace funéraire. Alors, quelques images pour illustrer un petit peu ces cimetières à l'époque médiévale. C'est vrai que malheureusement, nous n'avons pas d'illustration pour l'Octogone et pour Montmorillon, mais grâce à des enluminures, et notamment du XVe siècle, eh bien, on peut avoir quelques idées, on va dire, hein, de comment pouvaient être traités ces cimetières. Et on voit ici ces différentes sépultures, et on voit ici deux enluminures, donc toutes les deux du XVe siècle. Donc, celle donc, des heures latines à l'usage de Rouen, donc sur la partie centrale, où vous voyez donc des religieux qui sont en train de bénir un corps qui est entouré d'un linceul et qui va être enterré. Et on voit ici des ossements sur le côté. Ça veut dire qu'on va réutiliser des tombes pour pouvoir mettre bien, de nouveaux défunts, et on va conserver les ossements très souvent donc, dans des lieux spécifiques qui s'appellent les ossuaires et qu'on va retrouver notamment ici sur l'enluminure, probablement sur le mur de clôture ici, dans des espaces un petit peu particuliers dans lesquels on entreposait les ossements. Et puis, on voit ici une chapelle au cœur de cet ensemble. Sur l'enluminure de droite, tirée des belles heures du duc de Berry, vous avez ici, eh bien, là encore, un exemple de sépulture en pleine terre. Donc, on n'a pas de sarcophage, on n'a pas de cercueil en bois. On a vraiment donc, les corps, et notamment deux corps, hein, qui vont être donc, placés dans la sépulture. Et même principe, sur le côté, on voit aussi eh bien, un crâne et des ossements qui montrent qu'il y a réutilisation des tombes et des espaces, bien sûr, des cimetières pour accueillir les nouveaux défunts. Voilà quelques exemples. Et puis, vous voyez derrière des croix et des pierres tombales, donc également sur cette enluminure du début du XVe. Alors, la vocation funéraire, c'est une vocation qui est fréquente hein, sur le territoire de Vienne et Gartempe. Il existe d'autres chapelles de cimetières. Alors, je vous cite celle de Joué, donc chapelle Sainte-Catherine, qui donc, se situe à proximité de l'église paroissiale et qui était située dans le cimetière de la paroisse de Joué. Alors, une chapelle funéraire hein, qui a accueilli notamment les tombes des seigneurs de la Contour, qui étaient seigneurs de Joué, donc à côté, donc un petit peu plus loin, donc sur le bord de Gartempe. Donc, c'était aussi le lieu de sépulture de la famille seigneuriale locale. Donc, une chapelle qui a été construite au XVe siècle et qui, je vous invite à la découvrir, présente notamment des peintures murales gothiques très intéressantes, donc vous pourrez observer à loisir si vous vous baladez dans le secteur. Une autre chapelle de cimetière, donc située cette fois-ci à Civaux, dans la vaste nécropole mérovingienne que vous connaissez sûrement, donc la chapelle Sainte-Catherine, qui était aussi une chapelle de cimetière, donc avec des sépultures, donc bien sûr à proximité de l'édifice, mais aussi à l'intérieur. Alors, les chapelles de cimetière étaient fréquentes au Moyen-Âge, puisque la liturgie des défunts, forcément dans un monde chrétien, était extrêmement important. Et donc, il y a des témoignages un petit peu partout en Europe hein, d'édifices, en France et en Europe, hein, d'édifices funéraires de ce type. Alors, vous avez ici notamment la petite chapelle du Puy-en-Velay, hein, la chapelle Saint-Clair, hein, qui était au cœur du cimetière des pauvres d'un ancien hôpital, hein, donc l'hôpital Saint-Nicolas. Et on voit ici que eh bien, ça nous rapproche un petit peu de l'édifice de Montmorillon, puisque cette chapelle est également octogonale. Alors, évidemment, elle est construite avec les matériaux du Puy-en-Velay, hein, de l'Auvergne, mais on retrouve un petit peu le même principe avec donc
cette ouverture à l'ouest et puis les arcades sur les côtés. Donc, un édifice qui peut être rapproché aussi de l'octogone de Montmorillon. Un autre exemple, c'est celui donc de l'ossuaire de Saint-Pierre de Royan, donc la cryptosphère. Donc, et là, vous voyez que les ossements bien, sont encore présents, donc et visibles. Alors, un petit peu ici de façon hiératique, donc on n'a pas d'ordre, mais on sait qu'il y a des ossuaires qui présentaient des ossements aussi bien ordonnés en quelque sorte, c'est-à-dire que un petit peu comme dans les catacombes, pour vous donner une idée, eh bien, on plaçait les os des crânes, par exemple, ensemble, puis les os longs ensemble, etc. Et donc, on a parfois des systèmes assez différents. Autre exemple d'église donc, qui rappelle aussi un petit peu le plan de l'octogone, c'est l'exemple donc d'Eunat, ici, enfin deux exemples espagnols, Eunat et puis Torres del Rio, avec un plan octogonal à chaque fois également, et puis toujours aussi une vocation funéraire de ces sites, donc qui font un petit peu la particularité de l'ensemble. Alors notre octogone, qui porte effectivement ce nom parce qu'il est construit sur un plan octogonal, il a une forme particulière et on sait que le chiffre 8 au Moyen-Âge, dans ce monde chrétien, est symbole de résurrection. Donc, on va souvent le retrouver, ce chiffre 8, comme vous avez pu le constater, dans les édifices liés au culte funéraire. Donc, on va avoir souvent des édifices construits sur ce plan pour des chapelles de cimetières, des ossuaires, mais aussi parfois pour un autre type d'édifice, et notamment lié au baptême. La piscine baptismale, par exemple, du baptistère Saint-Jean de Poitiers est octogonale également. Le baptême, c'est une entrée dans la vie chrétienne, donc une sorte déjà de résurrection, comme la mort n'est qu'un passage et que, bien sûr, les chrétiens attendent cette résurrection espérée. Donc, très souvent, ce chiffre 8 va être utilisé dans l'architecture de ces édifices funéraires notamment, mais aussi liés au baptême. Donc, vous avez ici, on va regarder d'un peu plus près l'octogone de Montmorillon, un peu sur toutes ses faces. Vous avez ici la vue nord donc, de l'édifice, avec la cour qui était située ici. Entre l'église Saint-Laurent, qui était complètement au nord de l'ensemble, et puis l'octogone qui était situé donc au sud. Il faut imaginer le cimetière donc tout autour. On voit bien le plan octogonal avec les pans coupés, les arcades qu'on a déjà pu observer sur d'autres édifices, notamment en Espagne, mais pas seulement, puis en Velay aussi. Et puis une petite excroissance sur la partie orientale qui correspond à la partie chapelle, donc l'espace, on va dire, du chœur, plus précisément, donc de l'ensemble. C'est un édifice qui est particulier aussi parce qu'il est construit sur 2 niveaux. Alors, ce n'est pas le seul, mais il a une particularité d'avoir 2 espaces imbriqués qui vont avoir aussi 2 fonctions. Dans la partie basse, ici, donc la partie enterrée, semi-enterrée, qui est éclairée par ces petites ouvertures que vous voyez ici sur la photo dans la partie basse, accueillait l'ossuaire dont j'ai parlé, donc cet ossuaire qui permettait de recueillir les ossements des tombes qui étaient situés tout autour et qui étaient régulièrement réutilisés. Il fallait garder les ossements dans l'attente de cette résurrection et on les plaçait dans cet espace dédié, donc dans la partie basse de l'ensemble. Dans la partie haute, la partie supérieure, donc, qui est éclairée par ces grandes baies donc en plein cintre sur chacune des faces, il y avait la chapelle qui était dédiée au culte des défunts. Alors, c'était vraiment l'espace liturgique réservé aux messes, bien sûr, d'enterrement, mais il y avait une liturgie beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Et donc, il y avait de nombreuses messes qui étaient dites donc, pour les défunts à l'intérieur de l'édifice. Donc, 2 espaces superposés et avec une communication, on le verra tout à l'heure avec des photos intérieures, une petite communication entre les 2 espaces, bien évidemment. Côté sud, voilà donc peu de changements par rapport au nord. Vous voyez ici toujours le même système, les grandes arcades, les baies en plein cintre qui permettent d'éclairer la chapelle haute et les petites ouvertures qui éclairent
et qui aère aussi l'ossuaire qui a été située dans la partie basse. La partie qui concerne plutôt le cœur de l'ensemble, le petit clocher mur qui était donc également sur la partie orientale, qui permettait d'accueillir des cloches probablement à l'origine. Et je vous ai mis ici 2 photos, donc une photo avant les travaux de 97-98 et la photo, bien sûr, après les travaux de restauration. La toiture a changé un petit peu et nous en reparlerons tout à l'heure, mais évidemment, l'architecture est bien sûr la même. Côté ouest, cette fois-ci, qui est le côté de l'ouverture, avec toujours photo avant et après restauration. Donc, la partie occidentale était percée d'un portail avec un système d'emmarchement dans l'axe qui permettait d'accéder à l'intérieur de la chapelle haute. Et on retrouve bien, là encore, le plan octogonal et les grandes arcades et des éléments sculptés que nous verrons un peu plus en détail tout à l'heure. Donc là encore, entre la période avant la restauration, quelques petits changements, on le verra, un aménagement de murs et puis un escalier qui a changé aussi, notamment au cours du 19e siècle. Alors la toiture, justement, c'est une grande question sur l'édifice puisque nous n'avons pas la toiture d'origine de l'octogone. Plusieurs projets ont été proposés au cours notamment du 19e siècle pour restituer une flèche de pierre. Alors, l'architecte Formigé, par exemple, en 1877, propose de restituer une toiture dans sa partie supérieure, également en pierre, comme elle existe dans sa partie inférieure. Donc, voilà le projet de l'architecte, mais qui n'ira pas au bout. On restera sur une toiture charpentée au moment des restaurations du 19e siècle. Et l'idée, c'était de dire que la flèche de pierre de l'octogone ressemblait et faisait écho aussi à la flèche de pierre du clocher de Saint-Laurent. Donc, c'est vrai qu'on est aussi sur un plan octogonal, avec des dimensions bien sûr différentes. Au 19e siècle, la restauration de la toiture gardera le système, comme on peut le voir ici sur le dessin de Milin en 1805, la première partie en pierre et puis ce petit chapeau en quelque sorte qui était recouvert de tuiles plates et d'ardoises dans la partie supérieure. Donc, une toiture qui avait été probablement refaite à la période révolutionnaire. Alors ça, c'était aussi un petit détail assez intéressant, mais à cette période, la période révolutionnaire, on pense encore que l'octogone est un temple de druides, sous en fait les consignes de Bernard de Montfaucon, qui en 1724 va publier un ouvrage qui va évoquer cette chapelle octogonale, justement, et Bernard de Montfaucon pense que c'est un temple gaulois à cette époque-là. Et ça va entraîner, on va dire, toute une série d'interprétations assez fantaisistes sur cette période, donc entre le 18e, voire même jusqu'au 19e siècle, où on pense que cet édifice, ce fameux octogone, est un temple de druides. Et Montfaucon va parfois un peu plus loin, puisque dans la partie basse, on le verra tout à l'heure, il y avait une ouverture. Et il pensait que cette ouverture donnait sur un vaste souterrain qui menait jusqu'à la Gartempe. Et dans ce fameux souterrain, les druides emmenaient, on va dire, leurs victimes pour les sacrifices humains qui pouvaient se faire. Alors, c'est évidemment une fonction qui a été réfutée assez rapidement ensuite au 19e siècle par d'autres archéologues et historiens de l'époque qui ont bien rappelé la fonction religieuse et chrétienne de l'édifice. Mais c'est vrai que ça a fait couler beaucoup d'encre à cette époque-là. À l'intérieur de cet édifice, vous retrouvez le plan octogonal qu'on peut découvrir à l'extérieur. Alors, ce n'est pas facile de faire des photos à l'intérieur pour avoir une vision complète de l'ensemble. Donc, la photo est forcément un petit peu déformée. Mais vous allez retrouver les différents pans coupés de ce plan octogonal avec cette plateforme assez particulière, avec ce système de gradins qui épouse en fait les reins de la voûte qui couvrent l'ossuaire au-dessous. Donc, nous sommes ici au niveau de ces gradins
sur l'extrados de la coupole qui est située donc, dans l'ossuaire, avec au centre un oculus, on le verra, qui permet de communiquer donc, avec cet espace d'ossuaire. Donc, comme je vous le disais, donc, une chapelle haute dédiée au culte des défunts, avec la petite excroissance à l'est qui permettait d'accueillir l'autel. Donc, un édifice orienté comme la plupart des églises à cette époque, avec donc l'autel situé bien sûr à l'est. On voit également ici sur la photo de gauche la voûte, donc une voûte plutôt dite plantagenée, donc gothique, avec les nervures donc, qui sont bien présentes ici, qui reposent sur des petites sculptures, des petits culots sculptés donc au bout de chaque nervure, donc sur l'ensemble de l'édifice. Et puis l'oculus dans la partie supérieure qui sert aussi de clé de voûte et qui va communiquer donc, avec cet oculus qui est situé sur le sol de la chapelle haute. Pour descendre à l'ossuaire, nous avions deux possibilités. Et la première donc, se situe à l'intérieur de l'édifice avec un petit escalier qui part à côté de l'autel, donc dans la partie orientale, un petit escalier en vis assez étroit qui va permettre de descendre jusque dans la partie basse, donc le fameux ossuaire. Cette fois-ci, on passe au plan circulaire. Le plan octogonal est réservé donc à la partie haute et dans la partie basse, donc semi-enterrée, vous allez retrouver un plan circulaire qui est aussi un symbole d'éternité. C'est la forme qui n'a ni début ni fin, donc qui correspond aussi assez bien à cette symbolique de l'éternité. Donc, le plan circulaire avec les petites ouvertures qu'on voyait tout à l'heure sur les photos extérieures qui permettent d'éclairer avec un ébrasement assez important donc, la partie basse de l'édifice. Alors, ce qui est très intéressant dans la partie basse, c'est que l'édifice n'a pas été recouvert de peinture et d'enduit. Il est resté brut de décoffrage et ça permet de comprendre un petit peu le mode de fonctionnement de la construction des voûtes notamment. Alors, quand on est en visite à l'intérieur, c'est quelque chose que l'on voit mieux. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir sur la photo, mais en fait, on voit ici sur la coupole, eh bien, les traces des planches de bois qui ont servi à faire le coffre de bois qui a servi à poser par-dessus donc les pierres et le mortier de la coupole. Donc, c'est assez intéressant au niveau du système constructif puisqu'on a vraiment voilà, une voûte qui est laissée brute de décoffrage, c'est le cas de dire, donc dans cette partie basse de l'édifice. Alors, vous pouvez le constater aujourd'hui, plus d'ossements dans cet ossuaire. On sait qu'au XIXe siècle, quand le petit séminaire s'installe sur le site, eh bien, on va déménager ces ossements. Malheureusement, on n'a pas d'informations sur l'organisation de cet ossuaire. On ne sait pas comment les ossements étaient placés à l'intérieur. Et on ne sait pas non plus où tous ces ossements ont été placés à la suite de ce déménagement. Il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, la fonction de l'édifice va quand même largement évoluer puisque dans la partie basse, on va y installer pendant un moment une laiterie. Alors, c'est vrai que c'est un endroit assez frais, tempéré donc un peu à toutes les saisons. Et donc, on va utiliser cet espace à des fonctions, on va dire, beaucoup plus pragmatiques. Comme je vous l'ai dit, il y avait deux façons d'accéder à cet édifice, à cette partie de l'édifice, donc le petit escalier en vis, donc ménagé dans l'épaisseur du mur dans la partie orientale, et également un escalier qui permettait donc de communiquer directement de l'extérieur vers l'ossuaire. Alors, je ne l'ai pas en photo, mais il y a une ancienne porte qui a été bouchée et qui permettait, donc avec un escalier extérieur, de passer directement du cimetière à l'ossuaire sans avoir à passer par la chapelle haute et emprunter ce petit escalier. Donc, c'était pour la gestion notamment de l'ossuaire et du cimetière, c'était plus facile, bien évidemment, d'utiliser ce passage.
Petite photo et zoom un petit peu sur les oculi, donc avec ici l'oculus de la salle supérieure, hein, de la chapelle, donc un polylobé, donc, qui a été fait pour être vu. Hein, il met en valeur la partie centrale de l'édifice, l'oculus de la voûte supérieure, et puis ici une photo qui vous permet de voir donc depuis l'ossuaire l'oculus de la chapelle haute et puis celui donc de la voûte gothique située au-dessus. Donc, on voit bien qu'ils sont placés pratiquement l'un en face de l'autre et symbolisent aussi une communication, bien sûr, entre les deux espaces. L'ossuaire, dans la partie basse, est la partie réservée aux ossements des chrétiens qui attendent la résurrection et l'espace de la partie chapelle est réservé au culte des défunts. Donc, il y a vraiment une communication, on va dire, symbolique aussi entre les deux espaces et les deux fonctions. Alors, l'octogone et son décor. Donc, son décor va être surtout un décor sculpté avec notamment donc, cette série de modillons, donc ces petites têtes sculptées que vous trouvez sous la corniche. Alors, je vous ai mis une petite photo ici avec donc un bout de la corniche de l'édifice. Des modillons qui sont tous différents les uns des autres. Alors, certains sont relativement simples, hein, vous pouvez le voir ici. Donc juste avec des motifs un petit peu de taille géométrique, mais on a aussi beaucoup de modillons sculptés, soit de têtes animales monstrueuses ou bien encore de têtes humaines grimaçantes, sur l'ensemble de l'édifice. Donc, des petits détails. Alors ici, par exemple, ce personnage qui va tirer la langue. Alors, il faut se rappeler que au Moyen-Âge, hein, bien sûr, il y a aussi une symbolique hein, dans ces têtes un petit peu monstrueuse parfois. Tirer la langue, c'est un signe de vice, hein, c'est un signe de moquerie, de méchanceté, et donc c'est plutôt un signe négatif. Et puis, on voit à côté une sorte de grosse tête de chat, en tout cas de félin, qui est en train de dévorer un être humain, et on voit encore la tête hein, dans la gueule de l'animal. Donc, toute une série de modillons qui ont été relevés notamment par Bernard de Montfaucon, donc au XVIIIe siècle, hein, le premier qui s'intéresse véritablement à l'édifice. Alors, bon, ils sont pas tout, enfin, on ne va pas dire que ce sont des représentations très fidèles, mais néanmoins, vous avez ici la galerie des modillons de l'Octogone en 1724. Donc, avec beaucoup de personnages, hein, notamment de têtes humaines qui sont représentés ici. D'autres exemples, alors vous avez ici sur la partie droite des contorsionnistes. Donc là encore, hein, vous voyez, c'est quand même des exercices un petit peu compliqués à faire. Et les torsions des corps, comme les torsions des visages aussi à cette époque, rappellent aussi un petit peu symboliquement la torsion de l'âme. Donc tous ces modillons vont avoir aussi une fonction un petit peu symbolique. Et très souvent, on va y retrouver un petit peu des messages et notamment tous les craintes hein, des mondes infernaux et notamment des supplices hein, qui pourraient être subis en enfer si jamais on ne suit pas la parole du Christ. Donc, autre figure ici sur le côté gauche, donc plutôt de sirène. Alors, sirène-oiseau, on peut avoir les deux versions, sirène-poisson, sirène-oiseau. Les sirènes oiseaux sont un peu plus dans la tradition antique. Et ici, donc, vous avez donc, la sirène qui, elle aussi, a une connotation plutôt négative, hein, puisqu'elle va bien sûr tenter et donc être plutôt malfaisante. Elle cherche forcément à mener les hommes à leur perte. Hein, donc, il y a encore là des messages qui passent à travers ces figures. Autre exemple, on pourrait les multiplier, mais encore un personnage qui se fait piquer par un oiseau, donc avec ses pattes griffues. Ici, une tête monstrueuse, un petit peu de diable, hein, donc qui tire la langue aussi de façon assez étonnante. Et puis ici, un personnage qui est en train de boire au tonneau et qui rappelle là aussi un péché, l'ivrognerie. Et donc là encore, eh bien, le supplice va être de boire ce tonneau donc sans fin. Donc voilà le supplice de l'ivrogne, donc celui qui sur terre buvait, et bien continuera à boire aussi en enfer et sans discontinuité.
Autre élément très intéressant donc, sculpté sur cet ensemble, ce sont les groupes sculptés qui sont situés en façade occidentale, donc sur le côté ouest, au-dessus du portail. Donc, vous avez ici une série de statues qui sont faites pour être vues sur toutes les faces. Alors, on va le voir, hein, parfois elles sont sculptées sur 2 faces, parfois sur 4. Ce qui a fait dire à pas mal d'auteurs que ces sculptures n'étaient pas à leur place d'origine, parce que là où elles sont aujourd'hui, eh bien, c'est difficile de voir les 4 côtés, effectivement. Et il y a un petit souci aussi à travers donc, une scène qu'on va évoquer tout à l'heure. Donc, on voit donc néanmoins donc, ce très bel ensemble de sculptures qui, alors à l'époque où on croyait que c'était un temple de druides, Montfaucon, comme d'autres après, pensait que ces personnages étaient des représentants, donc des représentations de druides ou de druidesses qui donc étaient représentés sur ces piliers. Alors, en prenant ce petit schéma, vous allez comprendre la composition donc, de l'ensemble, donc, avec le côté extérieur, et puis on verra tout à l'heure le côté intérieur. Donc, vous avez ici donc, de gauche à droite donc, un groupe sculpté qui est travaillé sur les 2 côtés, un côté intérieur, un côté extérieur. Les 2 groupes suivants sont travaillés sur les 4 faces. Et le dernier groupe, comme le premier, donc uniquement sur 2 faces. Donc, on va avoir plusieurs scènes qui vont être représentées. Je vais vous les décrire donc, tout à l'heure. Donc, nous avons côté court, on va dire, la femme au serpent, donc vous voyez ici à gauche, un évangéliste qui est représenté ici, un autre qui est sur la partie intérieure, le troisième qui est aussi sur ce même pilier, mais côté intérieur. Ensuite, sur le 3e pilier, vous retrouvez ici la figure de la Vierge, Marie. Un évangéliste, le 4e, qui est représenté ici, c'est Saint Jean. Et puis, de l'autre côté, donc, on va avoir la scène de la visitation et des saintes qui ne sont pas identifiées sur le dernier pilier. Alors, en détail, voilà ce que ça donne donc, côté extérieur avec les dessins de Montfaucon. Alors, effectivement, ils représentent bien les groupes sculptés, mais avec un petit peu de fantaisie quand même par rapport à la réalité. On n'est pas sûr du tout d'ailleurs que ce soit Montfaucon qui soit venu sur place pour dessiner, puisque dans son texte, il évoque qu'il a réalisé ses dessins sur les dires de collègues qui donc, sont de la région. Donc, forcément, il y a une petite différence entre la réalité et le dessin lui-même. Et, alors, la particularité aussi, c'est que Montfaucon, en 1724, donc peut-être sur les dires de ses collègues, n'a pu dessiner qu'une partie des sculptures parce que de l'autre côté, il y avait un mur qui cachait l'ensemble et qui a été dégagé seulement au XIXe siècle ou à la fin du XVIIIe. Donc, on ne voyait à cette époque-là, en tout cas, donc au XVIIIe, qu'une partie de l'ensemble sculpté. Alors, on ne va pas tous les détailler, mais vous avez ici notamment donc, le personnage féminin, donc dite la femme au serpent, avec la représentation ici des dessins de Siauve au XIXe siècle, au tout début du XIXe. Donc ici, ce personnage nu représente en fait l'âme humaine et c'est la représentation symbolique de la luxure en enfer. Donc ici, donc, la femme donc, pécheresse est punie et donc les serpents qui ont forcément une connotation négative bien, lui dévorent les sangs. De l'autre côté, on va avoir le même principe, mais à la place des serpents, on trouvera des crapauds. Donc, c'est le même principe. On est toujours sur la représentation donc, symbolique de la punition de la luxure en enfer. À côté, la représentation d'un évangéliste. Et là, il y a quelques éléments intéressants qui nous sont apportés par les documents du XIXe siècle, puisque Siauve eh bien, nous montre qu'il y avait aussi quelques inscriptions ici. Donc, dans la partie centrale sur le vêtement de l'évangéliste, malheureusement illisible aujourd'hui, donc difficile à interpréter.
Toujours sur la partie extérieure, donc vous apercevez ici donc Saint Jean l'évangéliste qui est représenté imberbe, contrairement aux 3 autres évangélistes, et qui tient aussi dans sa main une coupe qui est aussi le symbole de Saint Jean et qui rappelle eh bien, qu'il a bu une coupe de poison pour prouver sa foi chrétienne. Donc c'est souvent un symbole donc, qui permet d'identifier aussi Saint Jean l'évangéliste. Et puis ici, sur la partie intérieure, donc, je vous ai évoqué tout à l'heure la Vierge, qui fonctionne avec un autre personnage qui est situé côté intérieur, donc un ange, et c'est dans une scène de l'Annonciation qui est présente sur 2 piliers différents. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, des saintes qui ne sont pas identifiées parce qu'il n'y a pas d'attribut, pas d'inscription particulière qui permettent de le faire. Donc, on va retrouver des personnages féminins mais probablement des saintes, mais qui ne sont pas identifiées donc, à ce jour. Côté intérieur, alors vous voudrez bien excuser la photo, c'est très difficile de faire des photos à l'intérieur de l'édifice puisqu'on est à contre-jour et qu'en plus il y a une vitre qui protège l'ensemble. Et donc il est un peu compliqué de faire de belles photos. Mais vous avez ici donc le revers des sculptures, avec ici, comme je vous le disais tout à l'heure, la femme qui se fait dévorer les seins par des crapauds, donc représentation de la luxure en enfer. Alors, ce sont des représentations qu'on retrouve sur d'autres édifices en sculpture, mais on les retrouve aussi en peinture et sur des enluminures. Donc, c'est une figure, on va dire, assez classique de la période médiévale. Et puis, je vous ai parlé de l'ange de l'Annonciation, qui est donc représenté ici et qui fonctionne qui devait fonctionner avec le personnage de Marie, qui est sur le 3e pilier, donc côté intérieur, sur le petit côté. Et effectivement, dans les scènes d'Annonciation, donc on va normalement avoir plutôt l'ange de l'Annonciation qui fait face à Marie ou éventuellement côte à côte. Mais ici, le dialogue est rompu puisque l'ange regarde d'un côté et la Vierge est vraiment donc, placée sur l'autre côté. Donc, il y a un petit souci, on va dire, probablement donc, dans l'articulation de ces sculptures. Donc, certains auteurs ont pensé que ces sculptures avaient été démontées et remontées, alors venant peut-être d'un édifice antérieur, ailleurs sur le site, et en tout cas qu'elles ont été remontées avec une mauvaise interprétation, en tout cas, puisque cette scène est complètement déconnectée et ne correspond pas à ce qu'on pourrait avoir normalement dans une scène d'annonciation. Scène qui fait souvent suite à l'Annonciation, qui est souvent placée à proximité, donc 2 personnages féminins qui sont enlacés, vous voyez qu'elles se prennent par les épaules. Il s'agit de la scène de la Visitation, donc avec la représentation de la Vierge à gauche, alors qui est exactement le même personnage qui est situé sur le petit côté, même type, on va dire, de vêtements et de coiffe, et puis un autre personnage féminin qui représente Élisabeth, donc la mère de Saint Jean-Baptiste, donc les 2 cousines, qui vont porter le Christ et porter Saint Jean-Baptiste. Donc c'est une phase importante de l'incarnation aussi du Christ, donc très souvent associée à l'Annonciation. Et puis, sur le dernier pilier, eh bien, encore une sainte qui n'est pas identifiée, donc personnage féminin avec les cheveux longs, les robes, mais sans identification, malheureusement, faute d'écrits, d'inscriptions ou d'éléments symboliques qui nous permettraient de les interpréter. Alors, ce qui est aussi intéressant dans ces éléments sculptés, ce sont les détails vestimentaires qui sont représentés. Les sculpteurs s'inspirent des modes vestimentaires de leur époque, donc c'est-à-dire du XIIe siècle, et notamment une mode un peu particulière où les femmes nobles, notamment, portaient des robes avec des manches qui étaient très très longues et qui descendaient jusqu'aux pieds. On le voit très bien ici sur ce personnage féminin. Et à Montmorillon, nous avons la chance d'avoir 2 exemples de cette mode vestimentaire qui s'achèvera à peu près autour des années 1200, donc avec l'exemple de l'octogone et puis l'exemple de la crypte Sainte-Catherine dans l'église Notre-Dame, où on voit ici notamment une sainte avec ce vêtement et cette manche très très longue qui descend jusqu'aux pieds.
Et dans certains détails, je ne vous les ai pas mis ici, mais aussi bien dans la crypte que dans les statues de l'octogone, eh bien, on voit que ces manches devaient être un petit peu parfois compliquées à gérer. Et on a représenté ces manches qui sont nouées pour les faire remonter un petit peu. Alors, bien sûr, il y avait une ouverture pour pouvoir passer les mains, mais les manches étant un peu longues, eh bien, parfois, on les raccourcissait en quelque sorte en faisant des nœuds qui sont représentés aussi sur eh bien, les sculptures ou les peintures. Donc, c'est un petit détail, mais qui nous permet aussi d'évoquer le costume de cette époque. Je vais terminer par les restaurations de l'édifice qui ont été menées notamment donc, au cours des derniers siècles, puisque bien difficile de dire ce qui s'est passé avant le XVIIe siècle. Mais on sait qu'au cours du XVIIe, il y a une réfection de la toiture du charnier, donc on le verra tout à l'heure, avec notamment un procès-verbal qui évoque les restaurations, les reprises de la toiture. Et donc, pour la période suivante, au XVIIIe siècle, on a les relevés, les dessins en élévation et en coupe de Bernard de Montfaucon, donc avec ici l'octogone, on voit le clocher-mur, hein, donc nous sommes ici du côté nord, donc le clocher-mur qui est bien distinct de l'autre partie octogonale, et puis la superposition des volumes, même si bien sûr ça n'est pas un relevé précis, ça nous donne déjà une idée un petit peu de l'édifice à cette époque-là. On sait aussi qu'à cette époque-là, donc côté des statues qui sont à l'ouest, au-dessus du portail, il y a un mur qui donc obstrue la partie qui est à l'intérieur. Donc à cette époque-là, on ne voit que les sculptures côté extérieur. On sait aussi qu'au XVIIIe siècle, donc après les relevés de Montfaucon, on va construire un mur entre ce petit clocher-mur ici et la partie donc, de l'octogone, donc de la toiture classique hein, de l'édifice, qui va donc relier les deux parties. À la période révolutionnaire, je vous l'ai évoqué, chose très étonnante en fait, puisque c'est quand même normalement un édifice religieux, mais le gouvernement révolutionnaire va lancer la restauration de la toiture de l'octogone. Alors, parce que à cette époque-là, eh bien, on pense que c'est un temple de druides et ça facilite aussi bien la reconstruction, la reprise de la toiture, qui va sans doute donner donc à l'octogone l'allure qu'on lui connaissait avant les restaurations de 1997, c'est-à-dire cette sorte de toiture pointue, hein, donc en tuiles plates et en ardoise. Au début du 19e siècle, je vous l'expliquais tout à l'heure, les ossements qui étaient donc dans l'ossuaire sont dégagés de cet espace pour aller donc ailleurs, mais malheureusement on ne sait pas où. Et on sait aussi que les témoignages qui sont faits au début du 19e siècle précisent hein, qu'il y a à l'intérieur des tas d'ossements et qui dégagent une odeur insupportable. Alors, pour autant, on n'est pas sur un espace où on enterre, hein, on est vraiment sur des ossements nettoyés par le temps, mais malgré tout, eh bien, l'amas fait que peut-être, malgré tout, il y a cette odeur qui se dégage de cet ossuaire. Au début du 19e siècle, le mur qui cachait les statues, donc côté intérieur, va être détruit et on va pouvoir, à partir de cette époque-là, observer les statues sur toutes leurs faces. Pardon. Alors, toujours au cours du 19e siècle, il va y avoir à l'intérieur de l'édifice un remblai qui va couvrir les gradins que nous avons vus tout à l'heure et qui vont faire de cet espace une pièce donc très différente et qui vont… Ce remblai va vraiment changer la configuration de l'édifice et supprimer aussi toute l'originalité de l'édifice avec cette superposition des volumes de l'ossuaire et de la chapelle haute. Au XIXe siècle, quand l'ensemble est petit séminaire, eh bien, l'octogone, dans sa partie supérieure, va servir dans un premier temps de salle de classe et servira aussi de chapelle pour les petits séminaristes. Donc, il y a une utilisation de la partie supérieure, mais avec une transformation.
On va aussi modifier l'entrée avec un escalier qui, au lieu d'être axial, va être latéral pour pouvoir accéder donc à l'édifice. Et on va construire aussi un mur pour fermer la cour et qui va venir se greffer sur l'édifice. On va restaurer la toiture au cours du 19e siècle, après la période révolutionnaire qui a permis de refaire la toiture. Eh bien, il est nécessaire, au bout de de plusieurs décennies, de refaire la toiture. Mais on va garder probablement le même modèle, toujours charpenté avec tuiles plates et ardoises. Autre phase importante dans l'histoire du site, dans les années 80, Philippe Durand, castellologue et originaire de Montmorillon, va dégager les gradins dans les années 80 pour permettre de retrouver le volume initial de l'édifice. Et puis, en 97-98, les grandes restaurations, les dernières grandes restaurations de l'édifice auront lieu sous la direction de François Jeannot, qui est architecte en chef des monuments historiques. Et on va retravailler la toiture de façon, cette fois-ci, un petit peu différente, mais je vais y revenir avec les photos. Et donc en 2016, dernière période, un certain nombre de fouilles archéologiques ont été menées dans le cadre du diagnostic pour le projet Robuchon, avec un certain nombre d'éléments pour mieux connaître, on va dire, l'histoire du site sur différentes périodes et à différents endroits. Alors, comme je vous l'ai expliqué, au XVIIe siècle, on va refaire la toiture de l'édifice et on a un texte, un procès verbal de visite, qui nous permet de dire que la toiture a été refaite avec notamment une partie avec une lanterne qui doit abriter une cloche qui est couvert d'ardoise et de plomb. Et le reste est couvert de tuiles plates, comme on peut le voir aujourd'hui. Au moment de la restauration de 97, on s'est beaucoup interrogé sur justement cette toiture. Est-ce qu'on la refait à l'identique de ce qu'elle était, c'est-à-dire avec cette succession de petites pyramides, ou est-ce qu'on imagine ce que pouvait être la toiture médiévale, mais avec un risque puisqu'on n'avait aucune information? Alors, plusieurs architectes avaient proposé la flèche de pierre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, Formigé au 19e notamment, mais aussi Bonnard, le prédécesseur de M. Jeannot au 20e. Finalement, ce n'est pas ce projet de flèche de pierre qui a été retenu parce que justement, eh bien, rien ne permettait de dire que cette flèche de pierre avait été faite, même si on a bien retrouvé dans cette partie supérieure, donc dans la continuité, on va dire, de la partie en pierre, des traces d'arrachement qui pouvaient laisser supposer qu'il y avait une flèche de pierre. On ne sait pas si cette flèche de pierre avait été réalisée et qu'elle était tombée, ou si on l'avait projetée et jamais réalisée. Donc, dans le doute, l'architecte a préféré choisir une autre version et s'appuyer sur le texte du XVIIe siècle pour restituer ce petit lanternon que nous pouvons voir encore aujourd'hui, qui vient surmonter la toiture. Alors, on a toujours la partie pierre, la partie tuile plate comme au 19e, mais la partie supérieure, au lieu d'être cette petite pyramide octogonale en ardoise, a été transformée pour réaliser ce lanternon qui est évoqué au XVIIe siècle dans le procès verbal de visite. Donc ça, c'est vraiment une des parties les plus importantes de la restauration aussi, la reprise de la toiture. On a dégagé aussi, vous le voyez sur la partie orientale, la petite construction qui avait fait la jonction entre le clocher-mur et la toiture. Donc, elle disparaît au moment de la restauration pour restituer le clocher-mur tel qu'on pouvait le voir encore sur notamment les dessins de Montfaucon. On va aussi modifier l'escalier qui avait été installé au XIXe siècle, avec le mur de clôture qui va être aussi dégagé sur le côté pour retrouver l'accès d'origine axiale, qui permettait d'accéder directement à la partie supérieure de l'édifice. Côté intérieur, au XIXe siècle, pendant la période petit séminaire,
avait été réalisé un décor de peinture murale, un petit peu comme dans la chapelle Saint-Laurent, mais avec ici des scènes beaucoup plus simples. On avait essentiellement des décors géométriques, des motifs de faux appareils, des croix de consécration, des décors de végétaux qui soulignaient l'architecture, mais pas de grands décors historiés comme on peut l'avoir sur Saint-Laurent. Donc, vous avez ici une vue d'ensemble à l'intérieur, côté est, avec l'hôtel, et puis ici, donc, du côté de l'entrée, avec notamment les décors donc, qui venaient souligner un petit peu les arcades. L'architecte en chef a fait des sondages également sous ces enduits, qui étaient en mauvais état. Et le parti pris a été de dire on fait tomber les enduits 19e pour retrouver plutôt une impression, on va dire, de l'édifice médiéval. Et avec les éléments fragmentaires de couleurs qui ont été retrouvés, notamment sur les nervures des voûtes, on a restitué ce système décoratif donc, qui soulignait en fait l'architecture avec cette alternance d'ocre jaune et d'ocre rouge sur les nervures des voûtes et sur les arcs de l'octogone. Donc, une restitution, entre guillemets, de l'esprit plutôt médiéval. Et on a retrouvé également, vous voyez un détail de la voûte, et on a retrouvé aussi un décor de faux appareils qui existait bien sur l'ensemble. C'est-à-dire qu'on sait qu'à l'époque médiévale, l'édifice était bien peint, avec un système décoratif sans doute plus complexe qu'on peut le voir encore aujourd'hui, même avec ces quelques vestiges, puisqu'on a aussi des témoignages au 19e qui nous dit que la voûte de la partie orientale était peinte avec des personnages, notamment probablement des vieillards de l'Apocalypse. Donc, on pense qu'il y avait aussi des scènes historiées dans l'octogone qui malheureusement ont complètement disparu. Donc, la restauration, notamment de 97 et 98, va redonner, on va dire, à l'ensemble une allure un peu plus classique, entre guillemets, dans l'esprit 17e, puisqu'on va refaire une toiture en s'appuyant sur un texte du XVIIe siècle, avec un choix qui était de dire que l'ensemble de la Maison Dieu tel qu'on le connaît aujourd'hui est quand même à dominante classique, et cette toiture s'intégrait, on va dire, à cette époque, à la représentation de cette époque classique. Chose très particulière aussi, bien sûr, sur cet édifice, vous l'avez compris, c'est au-delà de cette construction basée sur la symbolique du chiffre 8, c'est aussi cette imbrication des volumes, donc de l'ossuaire et de la chapelle haute, qui ont fait dire que cet édifice était bâti sur le plan du Saint-Sépulcre, d'où le nom aussi, à certaines périodes, de Saint-Sépulcre, donc le tombeau du Christ, qui, dans ces versions anciennes, permettait d'avoir une partie supérieure qui permettait, à travers une ouverture, de voir le tombeau du Christ. Même principe, le plan de l'église de la Nativité présentait aussi à l'origine, enfin dans les premières constructions, une abside octogonale qui était située au-dessus de la grotte de la Nativité, donc qui permettait de voir l'endroit où le Christ était né. Donc, on a ici une symbolique, on va dire, qui est peut-être reprise à travers cette architecture particulière et l'imbrication de ces volumes et de cette communication entre les deux espaces avec cet oculus qui permettait de voir la partie inférieure. Mais tout cela reste bien sûr à prendre avec prudence. Nous n'avons aucun texte. Le seul élément, on va dire, qui va un petit peu dans ce sens, c'est que Robert Dupeux, qui a repris le site de la Maison Dieu, était un seigneur pèlerin et qui revenait de Jérusalem. Et il a pu rapporter aussi avec lui des modèles d'architecture, et demander à ces bâtisseurs de construire un édifice qui rappelait aussi ces architectures des Terres Saintes. Ça, c'est une hypothèse, mais à prendre avec précaution, bien évidemment, mais une possibilité aussi. Alors, même si aujourd'hui, plusieurs chapelles de cimetières ossuaires ont disparu, notamment à la fin du XVIIIe ou au XIXe siècle, pour des raisons d'hygiène, très souvent, puisque les cimetières avaient été déplacés
donc plus en périphérie des villes. Et donc, très souvent, les chapelles de cimetières qui étaient situées à l'intérieur, eh bien, ont été détruites. Donc, on peut avoir effectivement beaucoup de destruction de ce type d'édifices funéraires, mais il faut se rappeler que l'octogone, dans ce contexte médiéval, en fait, ne faisait pas figure d'exception et qu'il y avait de nombreux édifices construits un petit peu sur le même modèle, en quelque sorte. Mais aujourd'hui, donc au vu des édifices qui nous sont parvenus, eh bien, l'octogone reste quand même une figure assez exceptionnelle, avec une architecture particulière qui finalement est quand même peu représentée, même si on a des exemples, hein, vous l'avez vu, d'édifices octogonaux encore en France et en Europe. On a aussi des édifices qui présentent cette double élévation avec cette double fonction, comme la chapelle Sainte-Catherine aussi à Fontevraud, qui présentait aussi un ossuaire dans sa partie basse, avec des formes différentes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'octogone de Montmorillon est quand même un édifice assez rare, on va dire, et donc son architecture particulière a bien fait aussi qu'il est un petit peu le fleuron de la Maison Dieu et de la ville de Montmorillon, bien évidemment. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation de l'édifice, donc qui est un édifice assez intéressant, hein, vous l'avez compris. Donc, n'hésitez pas à venir le découvrir quand il y a des visites guidées, hein, pour vraiment mieux le percevoir. Vous pouvez également vous procurer la petite publication qui a été faite, donc le Focus Octogone. Donc, vous pouvez le demander donc soit à la communauté de communes au service patrimoine, soit dans les offices de tourisme du territoire. Elle est aussi téléchargeable sur le site internet de la communauté de communes. Vous pouvez suivre nos animations sur la page Facebook, suivre notre actualité, donc en fonction aussi des contraintes sanitaires, et les visioconférences des animations précédentes donc sont visibles, hein, donc, sur le site internet Vienne et Gartempe. Donc, n'hésitez pas à aller voir de plus près si vous le souhaitez. Je vous donne rendez-vous aussi donc, pour la prochaine visite virtuelle le 30 avril à 18h30. Nous parlerons cette fois-ci un petit peu actualité du patrimoine et notamment des restaurations de l'église Saint-Hilaire de Brigueuil-le-Chantre, qui donc est en chantier depuis plusieurs années maintenant. Donc, nous retracerons un petit peu ce périple et notamment le chantier actuel qui est donc la découverte de peintures murales donc à l'intérieur de l'édifice. Je vous remercie de votre attention et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous, une prochaine visite virtuelle, donc à la fin du mois, en espérant que sur le mois de mai, nous pourrons reprendre une activité sur le terrain. Mais en tout cas, suivez l'actualité, nous nous adapterons bien évidemment au contexte sanitaire pour essayer de vous proposer et de continuer à vous proposer des actions, même pendant cette période un petit peu complexe. Merci à vous et donc à très bientôt pour de nouvelles découvertes ou redécouvertes.